Mais d'abord, le récit de cette première journée d'examen du texte immigration ici au Sénat, résumé par Jonathan Dupriez. C'est le coup d'envoi d'une âpre bataille politique. Le Sénat examine à partir d'aujourd'hui le texte immigration, maintes fois reporté par le gouvernement. Selon l'exécutif, ce projet de loi se veut un texte d'équilibre, oscillant entre un volet répressif et un autre plus social. Gérald Darmanin en a présenté les contours face aux sénateurs. Le texte que propose le gouvernement, ici devant vous, est ouvert à la discussion avec le Parlement, avec le Sénat, pour co-construire ensemble un texte ferme, un texte juste et surtout un texte efficace. Seulement, le chemin est miné pour le gouvernement qui ne pourra se passer des voix de la droite pour faire adopter son texte. Et LR a déjà posé ses lignes rouges. La droite réclame la suppression pure et simple de l'article 3 du texte. Il concerne la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. La droite y dénonce un appel d'air migratoire. On ne peut pas toujours dire que l'immigration soit une chance pour la France. Évidemment, on peut penser et on peut voir que les étrangers peuvent sans doute utiliser leur force à occuper un certain nombre de métiers en France. Mais c'est plus, me semble-t-il, une question d'organisation du travail qui est propre à notre marché du travail qu'autre chose. Mais la droite sénatoriale risque de se trouver en difficulté pour bâtir sa version du texte. Car les centristes, alliés de LR au sein de la majorité sénatoriale, sont eux favorables au maintien de l'article 3. Un point de blocage à ce stade. À l'instant présent, il n'y a pas de compromis. Mais je crois le compromis toujours possible. Alors ce n'est pas simplement par tempérament optimiste, mais parce que c'est d'abord une exigence. Nous avons une obligation de résultat. Quant à la gauche, elle essaie elle aussi d'avoir voix au chapitre. Côte à côte au Sénat ce matin, députés et sénateurs ont martelé qu'ils défendraient le versant social du texte. Vote de l'article 3, mais aussi de l'article 4, qui vise à exempter certains demandeurs d'asile d'une période de carence avant de travailler. La gauche se prononcera aussi en faveur du maintien de l'aide médicale d'État. Dans un contexte où la droite est très à l'offensive et cherche à sortir le texte le plus rétrograde possible, il est important qu'en face, les gens qui ont quelques convictions, qui considèrent que l'écrasante majorité des étrangers qui sont sur notre sol veulent simplement travailler et vivre dignement, il faut que cette voix-là, elle se fasse entendre. Le texte immigration sera examiné au Sénat jusqu'au 14 novembre, date du vote solennel final. Le texte immigration et son ministre sous tension, c'est le thème de notre débat avec Béatrice Gibelin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes géographe et directrice de la revue Hérodote. Frédéric Dabi, bonsoir. Et bienvenue, directeur général de l'IFOP. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à Paris de Panthéon-Assas. Et vous publiez La France en miettes aux éditions du CERF. Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Je commence par ce courrier envoyé par Emmanuel Macron au chef de parti. Il les invite, pour ne pas dire il les convoque, à une nouvelle réunion de Saint-Denis le 17 novembre prochain. Béatrice Gibelin, il renouvelle sa proposition d'élargir le champ du référendum aux questions de société et notamment aux questions migratoires. Le clin d'œil, il ne peut pas être plus énorme au parti de droite. Il est énorme. Oui. C'est vraiment... Bon, je veux dire, ça ne mange pas de pain, hein, ça arrive au bon moment. Bien sûr, la ficelle est vraiment, comme vous venez de dire, énorme. Ils peuvent difficilement dire non. Ça n'aurait absolument aucun sens qu'ils disent qu'ils ne veuillent pas discuter de ce projet-là. Ceci étant, ce référendum, puisqu'il faut que ça soit un changement de la Constitution, parce que ce n'est pas dans le champ possible des référendums, pose toute la question, effectivement, trouver une majorité au Parlement. Donc on peut considérer ça comme une certaine habileté, même si elle est tellement visible que je me demande, c'est comme un gros nez rouge sur un clown, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça qui sera le plus efficace pour que la droite puisse voter ce texte, parce que c'est ça, essayer de les attirer dans les filets du vote de ce texte. Je n'en suis pas sûre, parce que on a l'impression, de ce qu'on voit à ce début de débat, que c'est pas au fond l'intérêt commun qui prend le dessus, mais c'est des stratégies des uns des autres. LR qui règle des comptes avec Darmanin. Voilà. Enfin, je trouve qu'on sent un peu tout ça quand même. On va y revenir, et notamment à l'équilibre et au contenu du texte. Benjamin Morel, sur le fait d'élargir le champ du référendum, enfin, on va
peut-être se poser les mêmes questions que pour savoir s'il y a une majorité pour cette loi. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une beaucoup plus large majorité pour faire cette réforme constitutionnelle. C'est quand même un des enjeux majeurs. Bien sûr, et c'est pas gagné. Hein, au-delà de la promesse. Au-delà de la promesse. Vous n'avez jamais eu de réforme globale de la Constitution quand vous aviez un Sénat et une Assemblée nationale qui n'étaient pas de la même majorité politique. On a modifié quelques articles, mais de réforme globale, parce que vous parlez de l'article 11, mais il y a également le RIC, il y aurait également la décentralisation. Donc déjà, ça paraît mal parti. Ensuite, on n'a jamais eu de réforme de la Constitution quand vous aviez une majorité relative à l'Assemblée nationale, sauf en 1962. À l'époque, De Gaulle dissout l'Assemblée nationale, qui a d'abord fait tomber Pompidou, et il utilise l'article 11 qui, aujourd'hui, pour des raisons de jurisprudence constitutionnelle, n'est plus possible. Donc vous voyez que c'est quand même assez mal engagé l'affaire. Quant à ce qu'il propose, Emmanuel Macron, il dit, d'accord, référendum sur l'immigration, mais attention, on ne touche pas au droit pénal. Intéressant parce que quand même il y a un volet pénal dans l'immigration. Il dit peut-être pas un référendum sur la fin de vie, mais ce qui pose problème c'est la dépénalisation justement de l'euthanasie. Donc le volet pénal. Vous voyez bien que là-dessus on est en effet dans quelque chose, un gros bonbon qui est donné à la droite, on en donne un petit peu pour la fin de vie à la gauche. On parle également de décentralisation, ça fait plaisir au Sénat, mais tout en sachant très bien que juridiquement ça va être très difficile à construire et qu'il y a très très loin de la coupe aux lèvres pour que ce soit adopté. Ouais. Alors vous parlez finalement l'un et l'autre de communication politique, c'est un peu ce qui ressort des débats de ces derniers jours ou semaines et des premières heures ici au Sénat, mais ça continue, Frédéric Dabi, avec Reconquête et sa candidate aux élections européennes, Marion Maréchal, qui propose un référendum d'initiative partagée sur l'immigration, et elle appelle Éric Ciotti, Jordan Bardella, Nicolas Dupont-Aignan à la rejoindre dans l'initiative. Là aussi, on sait bien que, vu la forme actuelle du référendum d'initiative partagée, il n'y a à peu près aucune chance que ça aboutisse. Oui, c'est intentionnel. Donc... Oui, en plus, et je pense que c'est le type en fait, d'initiative qui, je dirais, déroute les Français. On parle d'élargissement du champ du référendum depuis relativement longtemps. La rencontre de Saint-Denis, je rappelle que c'est le sujet que les Français ont le moins évoqué dans leur conversation dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, où chaque mois on teste le fait d'avoir parlé, de s'être exposé à toute une série de sujets. C'est loin des préoccupations des Français. En tout cas, la mécanique référendaire, la mécanique constitutionnelle est très loin, ce qui ne veut pas dire que l'immigration n'est pas un sujet pour les Français, c'est de plus en plus un sujet qui est de moins en moins clivé entre la gauche et la droite, même si ça ne se voit pas quand vous parlez des différentes initiatives, qui est un sujet qui est de moins en moins ça se voit étanche. pas non plus dans les prises de parole au Sénat qu'on a entendues à l'instant. Il y a parfois un décalage, on parlera des métiers en tension, où la régularisation des sans-papiers est majoritaire chez les sympathisants LR, alors que les élus LR sont vent debout. En tout cas, c'est un sujet qui est de moins en moins étanche pour les Français, puisqu'ils associent immigration et insécurité. Ce lien ne se faisait quasiment pas par le passé, sauf du côté du discours du Front National de Jean-Marie Le Pen. Ils associent immigration et terrorisme parfois, immigration et questions économiques. Mais c'est vrai que cette question d'élargissement du champ du référendum, on ne voit pas la finalité. On ne voit pas le chemin, donc ça ne dit rien. Et je pense que c'est contre-productif pour le gouvernement parce que ça installe, plus que jamais, une grille de lecture qui était absolument absente lors du premier quinquennat, c'est l'idée d'inaction, l'idée d'immobilisme. Et là, c'est vraiment nouveau on y reviendra, dans cette ère Macron. Et ça repose aussi la question de la parole politique. Exactement. De la parole politique qui doit être performative et qui doit... Mathieu. Et qui doit se transformer. Pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui s'adresse aux Français. Ce nez rouge que vous décrivez, en fait, c'est faire de la politique. Et c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde, parce qu'il y en a pour la droite qui réclame à corps et à cri ce référendum, et l'extrême droite, ce référendum sur l'immigration. Il y en a pour la gauche aussi, avec la révision du fameux référendum d'initiative partagée, en tout cas les pistes qui sont dessinées, puisque ça serait plus 10% du corps électoral à rassembler en signature, ce qui est absolument immense et très très difficile à atteindre, mais simplement 1 million de signatures. Donc là, on est sur quelque chose qui est quand même plus acceptable. Par exemple, le projet, vous savez, il y a eu une demande de référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. On est passé 1 million. Voilà, exactement, ça l'aurait fait. Donc la gauche va avoir du mal à ne pas y aller ou à dire je ne veux pas discuter de ça parce que on l'a bien vu pendant le débat sur les retraites, ils étaient là, référendum d'initiative partagée, c'est impossible. Donc il y en a pour tout le monde, voilà. Et c'est un coup politique d'Emmanuel Macron qui est chargé un peu de faire descendre la pression sur ce texte retraite en disant il y a un coup à jouer après si vous jouez le jeu. Alors on va parler du contenu, du fond de ce texte qui est présenté depuis cet après-midi au Sénat. Je propose de réécouter l'argument principal utilisé, brandi par Gérald Darmanin pour justifier l'examen rapide de ce texte. On est quelques jours après l'assassinat terroriste du professeur Dominique Bernard.
Le texte immigration tel que nous l'avons proposé et adopté par la commission des lois du Sénat nous aurait permis de pouvoir obtenir la levée des protections du terroriste Darras qui, à l'époque, n'était pas considéré comme auteur terroriste. Béatrice Gibelin, cet argument, est-ce qu'il vous semble valable? En Est-ce tout cas, cette loi va permettre d'exclure plus facilement les immigrés qui rejettent les lois de notre pays? Ils essayent, puisqu'ils vont normalement dans la loi, on lève le fait d'être arrivé avant l'âge de 13 ans en France, et si on devient délinquant après, on pourra être exclu et renvoyé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est entendu par l'opinion publique. Qui, effectivement, cet argument qu'il prend en disant « mais si on n'avait pas pris cette décision-là, c'est sous Sarkozy, si je ne me trompe pas, qu'on avait pris ça, eh bien, on aurait pu le renvoyer, et voilà. Et ça, c'est entendu. Et ça, c'est entendu. Dans le sondage qui était paru dans Le Parisien, on a quand même plus de 70% des Français qui trouvent que cette loi est bonne. Eh bien, je ne pense pas qu'ils connaissent très très bien l'ensemble des articles de la loi, mais je pense que ça, ils ont dû le mémoriser. Ouais. Parce que ça a eu un tel impact, si vous voulez, cet assassinat, que le fait qu'on puisse dire cela aujourd'hui leur semble, il y a une demande de fermeté et de renvoyer ce qui est considéré comme des délinquants dangereux pour les Français. Je viens vers vous dans un instant, mais Frédéric Dabi, effectivement, est-ce qu'il y a cette volonté d'équilibre du texte qui était incarné par Gérald Darmanin d'un côté, Olivier Dussopt de l'autre? On voit quand même beaucoup moins le travail, faut-il le rappeler. Mais dans cet équilibre, que demandent prioritairement les Français? Plutôt de l'ordre, plutôt de la sévérité? Oui, dans le contexte actuel, et vous avez raison de rappeler le cas Dominique Bernard qui a réactivé le traumatisme très fort Samuel Paty. Et c'est vrai que l'argument fil d'Ariane, si on avait fait ci, on aurait évité ça. C'est évident que c'était un argument absolument massif en termes d'adhésion d'opinion publique. L'opinion publique attend bien sûr un durcissement. J'ai en tête une enquête IFOP du mois de septembre où on a 86% des Français qui sont favorables par exemple à l'expulsion de délinquants étrangers à l'issue de leur peine. Et c'est majoritaire dans toutes les familles politiques, y compris à la France insoumise. Mais la question migratoire, au-delà de ce durcissement, il y a quand même l'idée de la question de la remise en ordre, la question de la perte d'autorité de l'État qui n'est plus maître de ses frontières, mais pour autant, les Français sont relativement équilibrés aussi. J'ai envie de dire presque rocardiens, si on fait référence à la fameuse phrase de la fin des années 80, quand on teste l'adhésion à une phrase que l'on propose aux Français depuis des années, c'est le devoir de la France d'accueillir des personnes fuyant la guerre ou la misère, on trouve peu ou prou une petite majorité de Français. Donc l'équilibre, jambe gauche, jambe droite, jambe sociale, jambe répressive, peut avoir un succès. Et d'ailleurs, elle avait eu cet équilibre au moment de la loi Collomb, un relatif succès, puisque les Français avaient soutenu la loi dans la mesure où elle avait été critiquée pour son laxisme à droite et pour ce côté répressif à gauche. Mais j'ai envie de dire, le contexte a quand même très fortement changé. L'imposition des thématiques sécuritaires, immigration et surtout terrorisme ont fait beaucoup bouger la ligne vers une vraie demande de fermeté. Oui, mais avec une question qui me semble quand même majeure, Benjamin Morel, c'est comment ce texte va-t-il être appliqué? C'est le 30e texte immigration depuis le début des années 80. Est-ce que ce n'est pas aussi la crédibilité du texte législatif? C'est la crédibilité, en effet, tout à fait. Alors, sur Arras, Gérald Darmanin a raison. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une condamnation si vous êtes rentré à 13 ans sur le territoire pour être expulsé. Avec le texte qui devait être adopté, ce ne serait plus forcément le cas. Il faudrait une présomption, etc. Donc, on pourrait éventuellement voir un certain nombre d'évolutions dans ce texte. Mais ensuite... Mais après, c'est comment il sera appliqué? Sera-t-il appliqué? Vous allez prononcer plus au QTF. C'est merveilleux, mais une fois que vous avez une fois que vous les avez prononcés, il vous faut les laissez-passer consulaires. Alors la droite a rajouté un certain nombre de dispositions permettant de faire pression ou de donner à l'État la capacité, il l'a déjà, mais de faire pression sur les États qui sont les États d'origine des personnes soumises à une OQTF. Le problème, c'est que vous voyez combien ça a bien marché avec l'Algérie. Ça nous a fâché avec le Maroc, cela dit. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné jusqu'à présent, parce que le rapport de force, en tant que tel, n'est pas forcément en la faveur de l'État français dans ce type d'échange. Et par ailleurs, il y a d'autres intérêts économiques, géopolitiques, qui font que, on n'a pas réellement aujourd'hui la capacité de faire appliquer l'immense majorité des obligations de quitter le territoire
qu'on prononce déjà. Mais c'est quoi? C'est de la mauvaise volonté? C'est parce que les textes tels qu'ils sont écrits aujourd'hui ne sont pas un problème de loi. Bien écrits? C'est quoi? C'est pas un problème de loi, c'est un problème d'application de la loi, c'est un problème géopolitique, c'est un problème diplomatique d'un côté, c'est un problème, et ça c'est notamment une autre chose que vise LR, c'est un problème également de hiérarchie des normes. Parce que si vous prenez une loi, c'est merveilleux, mais la réalité c'est que cette loi-ci, elle est jugée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, le juge s'en lave les mains et ne l'applique pas. Et donc vous voyez que là-dessus, on rentre dans des problématiques d'application de la loi ou dans des problématiques conventionnelles. Et à ce stade-là, le risque en effet, et ça serait la même chose, et ce serait peut-être même pire si la loi est adoptée demain par référendum, eh bien c'est le risque d'une nouvelle promesse de solution sur un sujet qui, au bout du compte, eh bien, ne mènera pas de vraie révolution. Ouais. Plus de sévérité pour les ennemis de la République, c'est ce que promet le gouvernement. Écoutez Olivier Véran sur la possibilité de retirer un titre de séjour pour adhésion à l'idéologie djihadiste. Le but, il est de faire en sorte que quand une personne étrangère dans notre pays ne respecte pas les valeurs de notre République, par son comportement, par ses paroles, met en danger la cohésion de la nation, met en danger les valeurs républicaines, n'adhère pas aux valeurs qui sont les nôtres, et y compris d'ailleurs les valeurs d'accueil des personnes qui en ont besoin, lorsque cette personne ne s'inscrit pas dans les pas de la République, que la République ne soit pas contrainte de la conserver sur son territoire. Alors j'entends les arguments d'Olivier Véran, Béatrice Gibelin. Effectivement, enfin, je pense qu'on peut tous adhérer à ce que vient de dire le porte-parole du gouvernement. La question, c'est comment on définit ces comportements hostiles aux valeurs républicaines. Et on en revient à l'applicabilité du texte. Le diable va se nicher dans les détails, dans les mots, dans les termes employés. Oui, il ne faut quand même pas négliger le contexte géopolitique dans lequel cette phrase est prononcée. Hein. Il y a eu quand même un assassinat d'un professeur avec une extrême émotion légitime. Bien sûr. Bon, donc vous avez raison de poser la question est-ce que ce sera possible ou pas, mais regardez quand même depuis l'assassinat de Dominique Bernard, je crois que c'est 200 personnes qui ont été ou qui sont en voie d'expulsion, ou certaines qui ont déjà été expulsées, dont certains pour attitude radicale ou supposée radicale. Par exemple, le père qui tabassait son gamin parce qu'il faisait mal ses prières, ou son beau-fils, je ne sais pas si c'était son fils ou son beau-fils, a été renvoyé au Maghreb. On ne sait pas exactement dans quel pays. Donc, bien sûr que ce sera sans doute très difficile. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut rester inactif. Voilà, qu'il faut rester inactif. Et je pensais, par exemple, la Suède aujourd'hui, où on a quand même un gouvernement dans lequel l'extrême droite est présent. La Suède a vu sa population étrangère depuis le début du XXIe siècle à aujourd'hui de 10% passer à 20%. C'est quand même colossal, c'est quand même extrêmement important. Et on ne peut pas dire, si vous voulez, que l'immigration, ça pose aucun problème aux électeurs, à la population. Ça n'a aucun sens de dire ce genre de choses. Peut-être pouvait-on le dire dans les années 70 ou 80, mais on ne peut, à mon avis, plus le dire aujourd'hui. Et ils ont pris des décisions extrêmement fermes pour essayer d'endiguer véritablement cette montée xénophobe extrêmement forte. Idem au Danemark avec un régime social-démocrate. Donc, et ça me pose, moi, derrière une question importante que Benjamin Morel a soulevée, c'est quid de l'Europe? Parce que si derrière, l'Europe systématiquement détricote ce que les nations ou les États souverains essayent de tricoter, alors on va avoir des élections quand même pas dans très longtemps, le 7 juin 2024. On risque d'avoir, dans ces contextes-là, un vote qui soit un vote hostile, si vous voulez, à un discours très pro-européen. En même temps, on dit l'immigration, ça ne peut se régler qu'au niveau de l'Europe, mais en même temps, si on confie tout à l'Europe avec la fameuse les droits de l'homme mis en avant constamment, comme le disait Benjamin, les juges s'en lavent les mains et puis ils voguent la galère, on ne change rien. Donc la question est véritablement politique et géopolitique, que me semble extrêmement importante. Mais elle est aussi juridique. Si on reprend le cas de l'assassin du professeur Dominique Bernard,
Sa famille aurait pu être expulsée en 2014, mais Benjamin Morel, il y a eu des associations, des partis politiques qui ont utilisé les recours du droit. On est dans un état de droit, ça continuera, ça. Il y aura toujours la possibilité de faire jouer des recours. Oui, bien sûr. Et les recours, vous pouvez les faire jouer à la fois au niveau national, et c'est là qu'on retrouve le sujet européen, également au niveau international, notamment avec la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que moi, je veux bien quelqu'un qui adhère à l'idéologie djihadiste, vous l'avez bien dit. Qu'est-ce que c'est l'idéologie djihadiste? Et est-ce que ça relève de la liberté d'expression ou est-ce que c'est condamnable? Si c'est condamnable pour vous, pour moi, c'est également condamnable pour quelqu'un qui arrive sur le territoire sans papier. Mais si c'est pas condamnable pour des individus, entre guillemets, des nationaux, pourquoi est-ce que ce serait plus condamnable pour quelqu'un qui arrive sur le territoire? Ces questions, on va se la poser au niveau du juge national, on va se la poser au niveau du Conseil constitutionnel, parce que va probablement y avoir une saisine sur ce texte, et on va se la poser également, évidemment, au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme. Si l'article est évidé de sa substance in fine, eh bien, en effet, ça va poser ce sujet-là. Vous parlez du Danemark, le Danemark est dans une stratégie d'opting out vis-à-vis du droit européen. Autrement dit, en matière de politique migratoire, le Danemark n'applique pas les traités européens. Ils ont ménagé une exception depuis les années 90. Donc on risque d'avoir en effet une mise en tension lors des élections européennes de la participation de la France à certaines politiques. C'est déjà ce que propose le Rassemblement national et LR. La loi immigration était une façon pour le gouvernement de répondre à ça. On verra bien si c'est le cas. Allez, on ouvre un nouveau chapitre dans ce débat avec vous, Mathieu, pour s'intéresser au ministre lui-même, Gérald Darmanin, qui joue quand même assez gros sur ce texte. Oui, ça fait un an qu'il y travaille, un an qu'il subit les ordres et les contre-ordres, d'une certaine façon. Un jour, il y avait une loi, un jour, deux lois, un jour, pas de loi, puis de nouveau une loi. Ça fait un an qu'il subit la pression du Rassemblement national, de LR, de la NUPES. Un an que tout le monde l'attend au tournant, y compris dans sa propre majorité, où certains seraient pas fâché de le voir trébucher. Alors pour un ministre qui se sentait pousser des ailes au point de revendiquer Matignon en juillet dernier et qui lorgne ouvertement sur 2027 depuis la rentrée, c'est donc un test grandeur nature parce que qu'il le rate ou qu'il le passe, de toute façon, ça sera pour sa pomme. Comment il s'y prend? C'est là qu'on va voir s'il existe ou non une méthode Darmanin. Il l'a dit hier sur France 2, j'ai tout mon temps. Et je suis opposé au 49.3. C'est amusant parce que c'est exactement l'inverse de la méthode Borne qu'on a vue pour les retraites, qui elle disait non, il n'y a pas le temps, il faut que ce soit un débat très encadré en 15 jours, et qui a fini par passer par un 49.3. Alors, on verra s'il mène sa barque différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est beaucoup activé. Il multiplie les coups de fil, les réunions, les déjeuners, ça depuis maintenant 6 mois, pour tenter de convaincre les parlementaires. À droite, il a envoyé 2 nouveaux signaux supplémentaires de durcissement, notamment, on en parlait depuis l'assassinat de Dominique Bernard, sur l'aide médicale d'État, par exemple, sur les expulsions. À gauche, il se pose en garant du fameux article 3 qui prévoit donc la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers dits en tension. L'idée, c'est d'aller chercher les parlementaires un par un, de fracturer notamment la droite sénatoriale ici et puis à l'Assemblée, d'essayer de les ramener un par un. C'est un peu à l'image, pour le coup, de ce qu'avait fait Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et qu'il avait voulu faire passer sa loi. Il y était parvenu, mais il s'était pris, si j'ose dire, un 49.3 de la part de Manuel Valls qui voulait bien calmer ses ambitions. Oui, est-ce qu'il a des chances, Gérald Darmanin, de réussir? Sur le papier, non. A priori, on rappelle qu'il n'a qu'une majorité relative. Maintenant, c'est là qu'on va voir si c'est faire de la politique. D'une certaine façon, il a plus de chances s'il parvient à conserver le fragile équilibre du texte. On verra comment il ressort du Sénat et comment il sera à l'Assemblée. Il y arrivera s'il parvient à mettre la droite face à ses contradictions et d'une certaine façon à prendre l'opinion à témoin, où on en parlait à l'instant, cette opinion publique qui, sans soutenir Gérald Darmanin en tant que tel, est quand même assez raccord et soutient l'ensemble du texte, en tout cas si on en croit le sondage paru dans Le Parisien hier sur l'ensemble des mesures d'ailleurs. Et puis il y arrivera si il réussit aussi à tenir les composantes de la majorité, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elles ne fassent pas entendre leur voix, que pendant les retraites déjà elles se sont muselées, ça fait quand même 1 an qu'elles ne disent pas grand-chose, et là on voit bien que l'aile gauche ou l'aile droite de la majorité a bien envie de se faire entendre, ça c'est loin d'être évident. Et puis enfin, il réussira s'il ne cède pas à ses mauvaises habitudes, évidemment, c'est-à-dire les coups de communication et les provocations. Oui, effectivement, ça peut faire partie du personnage. Frédéric Dabi, est-ce qu'il y a une surestimation médiatique de Gérald Darmanin? Si on compare le nombre de fois où il est invité, où on reprend ses paroles, et son niveau de popularité.
C'est pas moi de parler de surestimation, sous-estimation. En tout cas, il a une popularité réelle. Il fait partie des ministres les plus populaires avec Gabriel Attal et Bruno Le Maire. C'est quelqu'un, et j'entends bien ce que vous avez dit sur l'incapacité du politique à changer les choses sur la question migratoire, des contraintes qui essayent tant bien que mal de montrer qu'il peut faire bouger les choses. Moi, en termes de communication, il y a quelque chose qu'il fait depuis une quinzaine de jours que je trouve extrêmement inédit et très spectaculaire. Tous les soirs, en fin de journée, sur son compte Twitter, son compte X, il publie, il dit voilà, nous avons aujourd'hui expulsé X personnes avec une sorte de description. On ne donne bien sûr pas les noms, mais les initiales, l'âge, on ne donne pas le pays d'origine, mais voilà pourquoi la personne a été expulsée. Il essaye de manière un peu performative, de manière avec une logique testimoniale qui, en communication, plaît beaucoup aux Français. C'est la preuve qu'on fait des choses. Et c'est vrai que vous avez bien raison, Mathieu, de citer l'Emmanuel Macron de la loi de 2015, qui vraiment n'a pas en fait ménagé son temps, qui s'était même, si je puis dire, ça avait suscité des louanges à droite dans tous les rangs de l'Assemblée nationale pour finalement tomber de haut avec le 49.3. Il y a du Emmanuel Macron 2015, il y a aussi du Nicolas Sarkozy 2002-2007. Il est resté quasiment 5 ans place Beauvau, à part l'intermède à Bercy, c'est-à-dire essayer de faire venir sur lui l'agenda médiatique, le susciter, le provoquer, prendre tous les ballons, quitte parfois à déraper, l'affaire Benzema, si je puis dire, il y a quelque temps. Le Stade de France, mais pour répondre à votre question du début, je n'ai pas vu dans sa popularité des moments de creux, de baisse très forte. Il garde un socle très élevé et puis il arrive à cocher des cases de soutien dans 2 familles politiques, Renaissance, la majorité présidentielle, et également LR. Pour parler d'une actualité récente, dans notre enquête IFOP pour le CRIF, sur la question de l'antisémitisme et de la lutte contre l'antisémitisme, il apparaissait quasiment en tête et parmi les personnalités qui avaient le crédit le plus fort. Donc, surestimation médiatique, je ne dirais pas cela. Béatrice Gibelin, Gérald Darmanin, c'est un ancien du parti LR. Est-ce que c'est forcément un atout pour lui aujourd'hui, puisqu'il prend son téléphone, il va voir les sénateurs ou les députés les uns après les autres? Ça peut être les deux. Ça peut être un atout, ça peut être effectivement un handicap. C'est un atout parce qu'il les connaît bien. Donc, il peut les appeler, il peut discuter avec eux. Bon, il a un certain savoir-faire, c'est évident. Mais il peut passer pour le traître aussi. Voilà. Et les traîtres, on n'aime pas. Et en plus, il peut leur tailler des croupières sérieusement. Si jamais il était candidat, ça les met, eux, dans un coin dont ils auront du mal à sortir, sauf à se mettre de plus en plus dans les pas du RN. Mais à ça, à mon avis, c'est du qui perd gagne. Parce que plus ils vont sur le terrain du RN, plus c'est Marine Le Pen qui tirera les fruits de ça. Donc il est assurément très habile. Moi, je trouve il est un peu pressé. Il est un peu pressé, c'est-à-dire l'exemple d'Emmanuel Macron qui a réussi à se faire élire très jeune président de la République donne beaucoup d'idées à un certain nombre de gens très jeunes. Et il se pense déjà avec ce destin présidentiel dès 2027. Je ne suis pas sûre que ce que Macron a réussi puisse se reproduire sur quelqu'un comme Darmanin la prochaine fois. C'est une chose d'être avec ce capital de popularité, mais c'est une autre chose quand on rentre dans l'arène pour des présidentielles. Et là, je ne suis pas sûre que ça tienne la route tout à fait dans la durée, par rapport à d'autres types de candidats. Alors, parmi ceux qui n'ont pas digéré la traîtrise, je reprends ce terme-là de Gérald Darmanin, il y a Olivier Marleix, le président des députés LR, qui monte au créneau là, depuis quelques jours. Il lui reproche de collecter, le ministre de l'Intérieur, des données sur les élus de droite qui demandent des régularisations de travailleurs sans papier au préfet. On écoute Olivier Marleix. C'est absolument scandaleux. Je dirais, quand les parlementaires interviennent auprès d'un préfet, c'est auprès du préfet. C'est le préfet qui, au terme de la loi, aujourd'hui, a le pouvoir de régulariser au cas par cas. Le ministre de l'Intérieur n'a absolument rien à faire dans cette procédure, et donc c'est une demande de fichage d'opposants politiques, et c'est absolument scandaleux. J'ai saisi la CNIL, j'attends avec intérêt sa réponse. Benjamin Morel, c'est de bonne guerre. On s'est tous dit ça en entendant la première phrase de Olivier Marleix. Mais est-ce que c'est légal? Est-ce que le ministre a le droit d'aller collecter Alors, vraiment, s'il établit un fichier, etc., non, c'est un problème. Ensuite, qu'il puisse y avoir des remontées des préfectures, ça peut s'envisager. Mais la réalité, c'est que là, on est dans une bataille très, très politique et que l'argument d'Olivier Marleix, c'est très, très politique, comme ce projet
est très très politique. Bah, il les place quand même devant leurs contradictions, là, les élus députés de droite. Mais évidemment, l'objectif du gouvernement, c'est à la fois d'adresser un message à l'électorat juste avant les européennes en disant, regardez, on fait quelque chose pour l'immigration, et le RN n'a pas le monopole du sujet, et c'est de neutraliser LR qui aujourd'hui a un problème, c'est un parti qui est pris en étau entre le RN et la majorité. Le but de la majorité, c'est de LR, c'est de desserrer cet étau. C'est pour ça que, fondamentalement, LR aura toutes les peines du monde à voter ce projet. Pas tant pour son contenu, mais pour une question de positionnement politique. Et là-dessus, eh bien, regardez aujourd'hui là où le bas blesse. Le bas blesse, au moins au Sénat, sur le fameux article 3. C'est du domaine réglementaire, c'est le juriste qui vous parle. Je vous interromps parce qu'on va en parler en détail de cet article 3 dans une minute grâce à Steve Jourdain. Je vous propose d'abord d'écouter la Première ministre sur ce thème, régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Elle justifie l'article 3. Elisabeth Borne. Il s'agit de permettre à des personnes qui sont sur notre territoire depuis des années, qui sont bien intégrées, qui travaillent depuis des années, de pouvoir être régularisés. Et je pense que beaucoup, y compris d'employeurs, soulignent l'utilité de ce type d'article. Évidemment, l'intention du gouvernement, ça n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre, de faire des appels d'air. On est dans un pays où on a encore un taux de chômage de plus de 7%, donc la priorité, c'est naturellement que les emplois puissent être pourvus par ceux qui n'en ont pas. Comme promis, Steve Jourdain nous a rejoint. Bonsoir Steve. Bonsoir, que prévoit cet article 3 ? Il prévoit de délivrer, vous le savez par cœur, on a beaucoup parlé de cet article, il prévoit de délivrer de plein droit, c'est-à-dire de façon quasi automatique, une carte de séjour temporaire à un étranger qui travaille pendant au moins 8 mois dans un secteur en tension. Ça concerne par exemple la filière de la restauration ou encore celle du bâtiment. Concrètement, on parle d'environ 7000 régularisations par an si cet article venait à être adopté dans les mêmes termes dans les deux chambres du Parlement. Alors on n'y est pas encore, d'autant qu'ici au Sénat, la majorité est très divisée. On n'est d'accord ni sur le fond ni sur la forme de cet article. Alors la majorité sénatoriale, c'est 133 sénateurs LR plus les 56 élus du groupe Union Centriste. Les Républicains ont déposé un amendement de suppression de cet article 3. Ça veut dire qu'ils veulent en fait le retirer du texte. On va voir cet amendement de Bruno Retailleau. Il regrette que l'article 3 du projet de loi, en prévoyant au niveau législatif la remise de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger travaillant dans les métiers en tension, procède à un renversement préoccupant de la logique présidente aux régularisations des sans-papiers. Fin de citation. Autrement dit, hors de question de voter ce que propose le gouvernement. À noter que côté LR, tous ne sont pas du même avis. Certains estiment que la position de Bruno Retailleau est trop catégorique. C'est aussi le cas des centristes. Oui, il propose un compromis entre l'exécutif et les LR, un genre d'article 3 à minima qui ne reviendrait pas à donner automatiquement un titre de séjour aux étrangers, mais qui nécessiterait le contrôle des préfets. Le sénateur et rapporteur Philippe Bonnecarrère résume cette position de compromis des centristes. Écoutez-le. Hypothèse 1, on travaille à partir de l'article 3 actuel. On dit que c'est un titre accordé par les préfets dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire et on supprime le caractère obligatoire de l'autorisation de l'employeur. Deuxième hypothèse, on reste dans le cadre de la circulaire Valls, la situation actuelle, dont j'observe que personne ne demande l'abrogation, et on se limite simplement à modifier le Code du travail. Avec la circulaire Valls, si je suis un étranger qui travaille, j'ai besoin de l'autorisation de mon employeur pour être régularisé. Avec le compromis proposé par les centristes, cette autorisation ne sera plus nécessaire. La gauche pourrait-elle voter cette proposition des centristes ? Ce qui est sûr, c'est que la gauche sénatoriale est elle aussi favorable à la régularisation des étrangers dans les métiers en tension. Au Sénat, la gauche représente 99 sénateurs, communistes, socialistes, écologistes. Si on fait un peu d'arithmétique, Thomas, on se rend compte qu'à l'heure où l'on parle avec le soutien des sénateurs macronistes, la suppression de l'article 3 ne récolte pas une majorité de voix. Très schématiquement, 195 sénateurs sur 348 sont pour la régularisation des sans-papiers. L'article 3 ne devrait donc pas être supprimé. Il pourrait être réécrit avant d'être adopté. Toute la question est de savoir dans quel état il sortira du Sénat. Merci beaucoup Steve pour tous ces détails. Puis on a fait des maths grâce à vous, ça fait toujours du bien de refaire un peu de maths. Moi j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais de revivre un débat qu'on a certainement eu dans la même configuration au moment de la réforme des retraites. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on fait nos comptes et puis ça se termine comment ? Par un 49.3. Sauf que c'est pas le même enjeu. C'est vrai que ça rappelle furieusement le débat sur la réforme des retraites, ces comptages, mais
par rapport à ce qu'a dit Benjamin Morel, il y a une composante que je rajouterais, c'est le peuple de droite, les sympathisants de droite, qui attendent peut-être que ça bouge en matière d'immigration, qui sont favorables à une petite majorité, c'est une enquête IFOP du mois de septembre, à la régularisation de sans-papiers exerçant dans les métiers en tension, parce que la notion de métier en tension fait sens maintenant dans l'opinion publique, parce qu'il y a cette idée qu'il y a toute une série d'emplois non pourvus, alors que sur la réforme des retraites, on avait un peuple de droite extrêmement fracturé, qui était dans une adhésion très faible, et des parlementaires des champs et des villes, c'est-à-dire à l'Assemblée plutôt très défavorables à la réforme, en étant schématique, au Sénat prêt à la voter. Donc c'est sur un enjeu assez différent, c'est pas le même contexte politique et la même pression, si je puis dire, des sympathisants de droite. Mathieu ? Je veux juste un point commun, mais qui est annexe, mais c'est qu'il y a un très grand absent, comme il y a eu un très grand absent dans la réforme des retraites, c'est le patronat français. Bah oui. Il était muet et il n'est pas intervenu pendant la réforme des retraites. Et là, il est muet et il n'est pas intervenu. Le MEDEF, essentiellement CNPF, qui était un partenaire social, est en train de devenir juste un lobby de baisse des impôts des entrepreneurs français. Ils n'ont plus voix au chapitre, ils ne se donnent plus voix au chapitre sur ces grands sujets de société qui les concernent pourtant au premier chef. Ils ne veulent pas prendre la voix au chapitre. C'est pas qu'on ne leur donne pas, c'est qu'ils ne veulent absolument pas la prendre. Par exemple, sur les métiers en tension, on ne les entend pas. Alors que officiellement, alors qu'officieusement, ils le disent tous, on en a besoin. Mais ils disent tous, on en a besoin, mais tant qu'à faire, pouvoir toujours disposer d'une main-d'œuvre captive, faisant pression sur les salaires, non seulement sur leur propre salaire, mais d'une certaine façon sur le salaire des autres qu'on pourrait employer au même métier, ça les arrange quand même aussi. Et moi, je ne comprends absolument pas pourquoi ni le gouvernement le fait très peu, c'est-à-dire de les mettre devant leurs contradictions, ou pas leurs contradictions, de sortir ce qui est cette situation scandaleuse dans laquelle ils sont. Alors, ce qui est étonnant, effectivement, je suis d'accord avec vous, oui. On n'entend pas le MEDEF sur cette question, et finalement, l'une des voix qu'on entend, c'est celle d'un ancien candidat à la présidentielle, le socialiste Benoît Hamon, qui est maintenant directeur général d'une ONG qui s'appelle Singa Global. Cette ONG, elle veut aider les entreprises justement à trouver des immigrés, leur proposer du travail, changer aussi le regard de notre société sur les immigrés. Écoutez, Benoît Hamon, il est très précis. On ne regarde pas ce qu'est la contribution des immigrés aujourd'hui au fait que sans leur cotisation, il n'y a pas d'équilibre de la sécurité sociale. Sans leurs emplois, il y a aujourd'hui des pans entiers de notre économie qui s'effondrerait. Ça, des responsables politiques devraient le dire. Ils ne le disent pas et c'est pour ça que cette loi est une nouvelle loi qui ne servira à rien, sinon à rendre plus difficile la vie de beaucoup de gens. Frédéric Gabi, je vous redonne la parole sur les électeurs du parti LR. Qu'est-ce qu'ils disent exactement de cet article 3 et de cette hypocrisie finalement un peu générale? Alors, ils sont une petite majorité, de mémoire c'était 56%, à être favorables à une régularisation de sans-papiers exerçant dans des métiers en tension. Donc c'est assez précis, c'est pas une régularisation massive, il n'y a pas le souvenir qui était très souvent réactivé par les leaders de droite sur celle de 97, où au moment de la cohabitation, Jacques Chirac s'y était pas opposé du tout. Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement, je crois, avaient régularisé un nombre important de sans-papiers. Et c'est vrai qu'on a un peuple de droite qui attend surtout de l'action sur cette question migratoire, qui attend une remise en ordre, qui attend que l'État redevienne maître chez lui. L'affaire de l'Aquarius de la fin de l'année dernière, où 200 migrants s'étaient, entre guillemets, évaporés de Marseille, a beaucoup marqué, notamment à droite. Et donc, on est peut-être prêt, du fait de cette question de l'emploi, qui n'est plus, il faut aussi rappeler ça, l'emploi, le chômage ne constitue plus une préoccupation majeure des Français. C'était la première préoccupation encore en 2017, c'est la 12e dans les enquêtes de l'IFOP. Le sujet, c'est plus ne pas avoir un travail, c'est avoir un travail qui paye mal, en termes d'injustice, en termes de tension, en termes de préoccupation. Donc je pense qu'une partie du peuple de droite est prêt à ce que cet article soit voté, si le reste, notamment la partie répressive, parce que sur la question migratoire aussi, il faut le rappeler, et l'argument de Benoît Hamon, que l'immigration rapporte, etc., à tort ou à raison, mais c'est absolument inaudible par inaudible. 3/4 des Français. On a en fait un item qui reprend le fameux livre de Bernard Stasi, L'immigration, une chance pour la France. L'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est quasiment un quart seulement des Français qui adhèrent, et une
une infime minorité des sympathisants de droite. Ouais. On se projette sur ce qui pourrait se passer à l'Assemblée après l'examen ici au Sénat. Et je reviens à mon parallèle avec les retraites, Benjamin Morel. Est-ce qu'il y a quand même une probabilité de bis repetita et donc de 49.3 ? Alors ouais, peut-être que même le parallèle serait plus à faire avec les lois Macron ou El Khomri. C'est-à-dire que là, s'il y a un 49 alinéa 3, soit il est fait contre LR. Parce que, eh bien, il faut maintenir la cohésion de la majorité avec l'article 3, l'équilibre initial du texte. Soit il est fait contre une partie de la majorité, comme ça a été le cas sous François Hollande, avec dedans notamment le président de la commission des lois, ce qui serait quand même baroque et embêtant, et ensuite une trentaine de députés, voire une partie du MoDem, qui ne sont pas fondamentalement favorables à un texte plutôt aux conditions de LR. Et vous voyez que le problème, c'est que si jamais vous utilisez un 49 alinéa 3 contre votre propre majorité, eh bien, il risque de laisser quelques aigreurs à l'estomac. Souvenez-vous ensuite des frondeurs, etc. On a déjà une majorité relative très divisée, si en plus sur un texte aussi important d'un point de vue symbolique, encore une fois, pas tant sur ce qu'il dit, mais sur le symbole qu'il charrie, ce fameux article 3 qui est du domaine de la circulaire pour beaucoup, il est important d'un point de vue symbolique et pour la gauche de la majorité et pour LR. C'est-à-dire que ce serait perçu par la gauche de la majorité comme une défaite de dire, bon bah oui, effectivement, on peut utiliser une circulaire pour les préfets département par département pour prendre ces décisions. Il y a deux pas besoin d'une loi. Et à terme, il y a deux scénarios un peu cauchemardesques pour le gouvernement. Ce serait en effet d'utiliser un 49 alinéa 3 contre une partie de sa majorité. C'est-à-dire que cette majorité serait de facto en rupture de banc, ou bien que le texte passe aux conditions de LR, mais Marine Le Pen l'a évoqué, avec les voix du RN. Et si vous avez un texte qui passe LR, RN, une partie de la majorité contre la gauche de la majorité, le signal est très très mauvais. Mathieu ? Oui, c'est le cadeau empoisonné de Marine Le Pen, qui a dit moi je suis prête à voter ce texte, qui est un petit texte, qui ne rime à rien, mais c'est quand même des petites avancées. Alors il y aura la question de l'article 3, mais c'est vrai que c'est un cadeau empoisonné pour Gérald Darmanin, parce que ça le marque considérablement. C'est une façon de lui voler, entre guillemets, la vedette, si jamais son texte passait. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Benjamin Morel, le titre de votre livre, La France en miettes, qui est publié aux éditions du CERF. À très bientôt sur Public Sénat.